Sébastien, bonjour. Bonjour. Merci d'apporter ce témoignage que tu fais, Colosse au pied d'argile, dont tu es le président. Alors, Responsable, plus maintenant, ouais. tu as trouvé un autre président. L'image de Colosse au pied d'argile, puisque c'est ton histoire, ton aventure qui t'a amené à ça. J'aime rappeler cette rubrique, moi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et il faut... je veux dire, c'est justement le fait d'en parler. Et le titre de ton bouquin que j'ai regardé, je dis, à la limite, il dit tout. Les agressions sexuelles dans le sport, rompre le silence et briser l'omerta. L'omerta, ouais. Je trouve que ça résume tout et j'aimerais qu'on en parle. Pas de résumer le bouquin, mais pas loin, de parler un petit peu de cette histoire. Comment ça t'est arrivé? Comment tu as grandi avec? Comment tu en es sorti? Et comment tu t'es décidé et tu t'es lancé pour alerter ou pour faire que ça n'arrive plus aux autres? On commence par le début. Le début. Avec quel âge? Alors ça a commencé à 11 ans et demi. Je pense que même l'approche du prédateur auprès de mes parents avait commencé bien sûr en amont, puisqu'il a commencé par attirer dans son piège mes parents, en gagnant la confiance d'eux, pour après s'en prendre à sa proie, qui était le petit Sébastien de 11 ans et demi. Juste une question, est-ce que depuis tu sais, est-ce qu'il a eu, avant toi, il avait eu d'autres agressions sur d'autres personnes? Alors pendant le procès, on a appris beaucoup de choses. On a appris qu'il avait donc violé Mathieu, mon copain d'enfance, mon ami d'enfance, violé Sébastien, fait subir des agressions sexuelles à Frédéric. Il avait eu une relation homosexuelle suivie avec son frère. Il avait couché avec sa sœur. Ah oui, donc il avait le sac à dos rempli. Oui, c'est ça. Donc il était imprégné de ces violences sexuelles et de ces dérives. Incestuelles au début, très certainement, mais consenties apparemment d'après ce qui est sorti. Et pour après dévier sur cette prédation et sur la pédocriminalité du coup. Ouais. Non, mais ce qui est déjà intéressant, je trouve, c'est pour alerter, c'est de dire, en général, c'est un proche. Oui, alors effectivement, on peut faire un constat aujourd'hui, c'est que 94% des violences sexuelles sont commises par une personne qui connaît l'enfant, que connaît l'enfant. 80% d'entre elles sont commises intrafamiliales, carrément. Ouais. Donc effectivement, les viols comme on peut voir dans les films, les viols de parking ou viols de joggeuses, ça représente même pas 1% des viols recensés. En général, la victime connaît son agresseur, donc c'est pour ça que nous faisons aussi de la prévention auprès des parents, la première prévention qu'ils vont faire familière, c'est tu ne parles pas à un inconnu, tu n'acceptes pas le bonbon d'un inconnu, tu ne montes pas avec un inconnu. Si, malheureusement, alors c'est très bien de faire ça déjà, c'est la base, mais on se rend compte surtout que la victime connaît son agresseur quasiment systématiquement. Donc, toi, c'est arrivé à 11 ans et demi, ça a duré combien de temps? 4 ans, ouais, jusqu'à mes 16 ans à peu près. Et ça s'est arrêté parce que lui, il était hébéphile, donc attiré par une tranche d'âge précise. Et cette attirance-là, bon, lui, c'était un pédocriminel, pédophile, hébéphile et bisexuel. Donc, il continuait. Alors, c'était le mari. Il avait toute la panoplie. Voilà, c'était un champion du monde, lui. Ouais. Et c'était le mari de ma cousine. Et donc, il continuait à coucher avec elle et il continuait à nous violer quotidiennement, pas quotidiennement, mais hebdomadairement. Quand on est gamin, qu'on a 11 ans et demi, comment on vit ça? Alors, on ne le vit pas, on le subit. Mais est-ce qu'on est conscient qu'il y a quelque chose qui est une dérive? Oui, on est conscient dès le début qu'il y a un bug, qu'il y a un problème, mais malheureusement, on est piégé. On est pris dans sa toile d'araignée, on peut se débattre, personne ne nous voit, personne ne nous entend. Et du coup, on est ficelé par ce prédateur qui va nous manipuler, on va être sa marionnette, tout en sachant qu'il a en plus la confiance de tout le monde. Donc, ce qui permet aussi de verrouiller un peu plus la parole de l'enfant. Et alors nous, on envoyait des signaux
faible ou fort, souvent fort, hein, puisque tout d'un coup on était devenu très agressif sur le terrain. Alors moi je faisais du rugby, sur le terrain, en dehors du terrain. Après ça a été l'alcool. Quand on sortait, ben, on ne savait pas faire à moitié, quoi. On n'était pas borderline, on était jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que tant qu'on n'était pas étalé par terre, pour nous, la soirée n'était pas réussie. Non, mais à quel âge? À partir de 15 ans, De 15 ans. 14 ans. Ah ouais, mais moi, c'est avant, c'est cette période où tu le subis. Et avant, ben, on est un peu perdu. On est comme quand on prend un uppercut et qu'on est un peu sonné, qu'on a les petits points dans les yeux, les points blancs. Et pendant 2 ans, ben là, on est là, on vole, on ne sait pas, on est dans un nuage. On se dit, mais c'est pas normal, c'est normal. Lui, il nous fait croire que c'est normal. Après, il y a la menace. Si tu le dis, attention, déjà, c'est un secret, c'est pas bien de répéter un secret. Mais il va te menacer, et tu sais, en plus, nous, on faisait du rugby, donc... alors, à l'époque, on disait PD. Oui, hein, c'est ça, c'était le mot. Si tu dis ce que je te fais, ben, je dis à tout le monde que tu es un PD. Et tu sais, homosexualité et le rugby, bon, ça va pas ensemble. Hein. Donc, ben voilà, et après, ben, on survit, on va dire, jusqu'à la libération de cette parole. Mais tes parents n'ont pas senti, pas vu, Non. pas imaginé, rien? Non, mes parents... Ils n'ont pas vu un changement de comportement? Ils l'ont identifié, mais on mettait ça sur l'adolescence, l'âge bête, entre guillemets. Ouais. On était assez turbulents, en plus, on s'entraînait les trois à faire des conneries, et effectivement, ils le savaient, ils le voyaient, mais ils étaient à 10 000 lieues d'imaginer que cette personne à qui ils avaient entièrement confiance, avec qui je devais partir au rugby, rentrer au rugby, qui me violait 5 minutes avant de me ramener, qui buvait 5 minutes après le café avec mes parents, ils étaient incapables d'imaginer que cette personne pouvait s'en prendre à des enfants, tellement qu'il était aimant avec nous. Et donc ça rend aveugle tout ce qu'on peut, tous les signaux, ça rend invisible tous les signaux qu'on peut envoyer. Et aujourd'hui, mes pauvres parents, que j'aime plus que tout bien sûr, ils sont aujourd'hui encore dans un sentiment de culpabilité, mais comme énormément de parents malheureusement, oui, qui n'ont pas vu le mal, qui nous ont jetés dans la gueule du loup sans le savoir. Mais moi je les considère tous comme des victimes collatérales, parce que ce sont réellement des victimes collatérales de cette manipulation que va mettre en place ce prédateur. C'était cette période-là. Donc tu as expliqué déjà un petit peu la période après, avec ces excès en tout, cette dérive permanente. À aucun moment, tu as eu envie d'en parler? J'aurais pu une fois en parler. Tu aurais pu en parler avec qui? J'aurais pu en parler une fois un commissaire de police. Parce que justement, j'ai 20 ans, on fête le départ à la retraite d'un collègue et on est au comptoir. Et là, il y a 3 mecs qui commencent à me draguer. Donc je vais les voir, je lui dis écoutez, je ne suis pas homosexuel, c'est gentil ce que vous me dites, mais bon, n'insistez pas, quoi. Deuxième fois, il continue, mais il commence à mimer des fellations avec un verre tube. Je vais les voir, je lui dis écoutez, ma patience a des limites, c'est la dernière fois que je vous avertis, stop. Et il recommence, et donc là, la 3e fois, j'ai pas fait le voyage à vide. Donc je vais essayer de décapiter les 3. Et là, je repars tranquillement boire mon verre, finir mon verre avec mes collègues. Et là, j'ai la BAC qui arrive, me noter, et on m'amène au commissariat de police de Dax. Et le commissaire me dit mais bon, on vous connaît un peu, hein, parce que j'étais assez bagarreur à l'époque. En revanche, cette violence-là, sur des homosexuels, il y a autre chose derrière, c'est pas possible. Je lui dis, mais j'ai des amis qui sont gays, j'ai aucun problème avec ça. Tu penses que lui, il avait senti quelque chose? Lui, il avait senti. Ouais. Et en fait, j'ai mis ça sur... c'est la première fois où on me tend la perche, où on essaie de me dire, de gratter derrière cette violence. Et je le fais pas. Et donc là, je repars encore pour 10 ans de silence et d'autodestruction. Conscient de ce que j'ai subi, conscient du mal que je me fais, conscient du mal que je fais aux autres aussi. Mais est-ce que, toi, derrière, tu as eu une vie normale? Tu dis destruction, tu t'es marié? Non, mais il n'y avait rien de stable en fait. Et, non. J'étais marié, j'ai eu un enfant, j'ai divorcé parce que tous ces moments de doute que l'on a, ça nous replonge dans ce traumatisme. Donc c'était les montagnes russes. Donc pendant 3 mois ça allait, j'aimais tout le monde.
Dès que ça allait pas, je replongeais dans tous mes travers et donc c'était le sexe. La violence, non, qui était maîtrisée sur le terrain, que j'expulsais, mais dans les règles. Et l'alcool, dès que je sortais, ben, je me mettais minable encore. Et le sexe, ben, je trompais systématiquement ma compagne. J'arrivais pas à avoir une situation stable dans cette vie de silence parce que j'étais dans ce mécanisme d'autodestruction systématique. Est-ce que tu as consulté quelqu'un? Est-ce que tu as vu que... Alors j'ai été accompagné dès que j'ai parlé. Dès que tu as parlé, mais avant? Avant, mais non. On est fort, on n'a pas besoin. T'as pas eu Je ne pouvais pas me voir, non, jamais. Je ne pouvais pas me voir aller dire à une personne inconnue que j'avais été violé. Pour moi, c'était impossible. Et c'est grâce à cette première victime qui parle que j'arrive à me libérer. Et après, Inch'Allah, comme dit l'autre. Donc c'était... T'avais quel âge? Alors j'ai parlé la première fois que tu as parlé à l'âge de 30 ans. C'était la semaine de mon anniversaire. Et c'est mon ex-femme, du coup, qui invite Mathieu, la première victime. Et Mathieu lui dit, bah, écoute, je viens à l'anniversaire de Sébastien, c'est un anniversaire surprise, qu'à une condition, c'est que ce type ne soit pas là. Et, ah bon, pourquoi? Il est gentil, serviable, arrangeant, disponible, tout le monde l'aime, c'est celui qui fait rire tout le monde, parce qu'il m'a violé. Et donc là... Ah, lui, il en a parlé. Lui, il en a parlé à mon ex-femme. Mais est-ce que lui en avait parlé avant? Il avait commencé 3 mois avant à parler. Un peu partout, mais bon, il était dans le sud-est, nous on était dans le sud-ouest, donc mais il était venu. Tu avais entendu? Jamais. Et des membres de ma famille avaient entendu, et ils me l'ont jamais rapporté ce truc. Peur que moi aussi, je pense. Et je le renvoie même pas de ne pas m'avoir partagé ces informations. Vous n'avez pas envie de savoir. Ouais, mais ça doit être compliqué aussi pour les parents, j'imagine, d'entendre ça. Donc tu apprends ça ce jour-là. Et il se passe quoi exactement dans ta tête? Ben, je convoque mes parents avec leur... Comme ça, décris-moi le truc. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y a ton copain et ton ex-femme te dit, lui, il ne vient pas parce qu'il a été violé. C'est comme ça que ça se passe. Exactement. Elle te le dit en direct au téléphone? Non, je suis face à elle, elle me dit, assis-toi, on venait de se marier, j'ai quelque chose d'important à te dire. Je dis, tu vas pas divorcer déjà quand même. Elle me dit, non, arrête tes conneries, assis-toi. Et donc je m'assois, et comme ça j'étais. Et elle était face à moi. Elle me dit, voilà, je voulais te faire la surprise. Elle commence à pleurer. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et donc elle m'explique, je veux t'inviter Mathieu, mais il vient qu'à une condition. Je dis, quoi, des conditions? Ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu, il veut met des conditions en plus. Elle me dit, oui, mais laisse-moi finir, il a été violé par Cricket. Et là, je dis rien, et je me dis, putain, je vais réussir à parler maintenant. Donc là, j'y arrive pas de suite. Et elle me dit, mais t'as pas l'air étonné. Et là, je dis, non, écoute, un truc aussi difficile, si violent, il ne peut pas mentir sur un truc aussi important. Donc je noie le poisson, bon, je fais une nuit blanche, et le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, bon, écoute, il m'a raconté son histoire, c'est terrible. Je lui dis, raconte-moi ce qu'il t'a dit. Et là, en fait, au téléphone, elle était en train de raconter mon histoire. Même processus, et donc je rentre, et là elle me voit arriver 2 heures avant que d'habitude. Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là je m'effondre en larmes, et je lui dis, moi aussi j'ai été violé. La dernière fois que j'avais pleuré, c'était pour mes 11 ans et demi. Donc j'avais fait une anesthésie émotionnelle, et là j'arrive à pleurer. Après, vite, je suis revenu dans la colère, donc mes larmes ont recoulé 4 ans après, lors du procès. Après le procès. Et là, le soir, du coup, je convoque mes parents avec leurs conjoints et conjointes, et je leur explique ce que j'ai subi. Je leur dis, vous me posez toutes les questions que vous souhaitez, vous aurez toute la vérité, je ne vous cacherai rien. Si vous voulez savoir les actes que j'ai subis, vous me les demandez, je vous le dirai. Mais ne vous sentez pas obligé non plus de tout savoir. Et là, j'ai vu la détresse de mes parents, j'ai vu mon père s'effondrer comme les pères dans les Landes pendant les tempêtes. Enfin, ça a été un moment assez difficile pour eux, pour moi aussi, mais tellement libérateur aussi pour moi. Et donc voilà comment ça s'est passé au début. Et après, je suis allé de coup de poignard à coup de poignard dans le dos. Je me suis rendu compte qu'une partie de la famille le savait. J'ai convoqué ma cousine, sa femme. Je lui ai dit, voilà ce qu'il m'a fait ton mec, ton mari, il m'a violé. Elle me répond droit dans les yeux, oui, je savais. Donc là, ça a été... j'avais tout un château de cartes familiales, un cocon,
on était très soudés, très liés. Mais j'ai tout qui se délitait là du coup. Et donc j'étais un peu. Je prenais uppercut par uppercut. Et puis vite, bon, ça m'a permis de faire le tri. mais vite, du coup, j'ai lâché une bombe à fragmentation et là, toute la famille a explosé. Alors que j'espérais, je disais, on était une famille très liée, mais c'était illusoire. Et puisque j'ai tout perdu, et encore aujourd'hui, je ne vois plus personne. L'avantage, c'est que le repas de famille me coûte moins cher. Tu vois tes parents quand même. Alors, mes parents, bien sûr, eux, Oui. on est indissociables. Oui. Je Comme ne tu vois plus disais, ma soeur, ils je ne étaient vois victimes. plus. C'est des victimes collatérales. Je Ta vois sœur plus ma était au sœur. courant aussi? Ma soeur, elle était au courant aussi. Depuis quelques mois avant. Ouais. Et donc, bon. Ah, elle n'était pas au courant pendant que ça se Non, passait. non, heureusement. Oui. Enfin, j'espère en tout cas. Et voilà. Et donc, après, je Mais porte plainte. juste pour faire un développer à travers les gens, est-ce que tu penses que dans les familles, il y a une partie des gens autour qui savent et qui ne disent rien? Oui, ça arrive. Est-ce que dans les témoignages C'est que vous c'est avez la eus, pédocriminalité passive. ouais. On va fermer les yeux. Hein. On sait que chez les grands-parents, la petite fille, elle va aller faire la sieste avec le papy. La grand-mère, elle sait ce qu'il y en a qui vont augmenter le son de la télé pour pas entendre ce qui se passe dans la chambre. Enfin voilà, il y a des personnes qui cautionnent. Et c'est terrible. C'est terrible, mais il faudrait qu'ils soient condamnés aussi, ces personnes-là. On en est au moment où finalement tu as parlé et ça s'enclenche. Comment tu as parlé à ta famille? Tu travaillais, tu avais un boulot ou tu étais juste joueur? Je faisais les deux en fait. Les Moi deux. j'ai fait un décrochage scolaire, chose qu'on peut voir chez beaucoup de victimes. Et à 15 ans, je suis parti en apprentissage. Et donc je travaillais, c'était ma boîte de sauvetage. J'avais 2 boîtes de sauvetage. C'était mon métier et le rugby. Et j'étais très ancré et très accroché à ces 2 bouées. Et donc je travaillais et je jouais en même temps. J'étais semi-pro, comme on dit, à l'époque. Au moment où tu l'annonces, où tu le reconnais et tu dis, tu arrives à te libérer, tu as un travail, tu en parles au rugby, tu en as parlé, au travail, tu en as parlé. Comment tu as réussi petit à petit pas en faire quelque chose d'anodin, mais en faire quelque chose qui est ton vécu et que tu ne caches plus et dont tu n'as plus honte? Quelque chose d'assumé. Et en fait, c'est là où, quand j'ai commencé à parler, où la honte a changé de camp du coup. Et quand j'ai commencé avec mes parents, ça a été mon premier exercice, où je les ai mis face à moi et j'ai parlé. Je me suis senti très à l'aise sur ce que j'avais subi. Et sans filtre. C'était pas des C'était pas une contrainte d'en d'en parler. t'arracher les trucs. C'était pas une contrainte d'en parler, j'étais libre, au contraire, je Ouais. vidais mon sac. Et dès que je fais ça, la semaine suivante, je vais voir mon équipe de rugby, je les regroupe dans le vestiaire et je leur explique. Et là, de suite, en fait, je recevais le soutien de ces personnes-là que je ne recevais pas dans ma famille. Et du coup, ça m'a fait du bien aussi d'en parler à eux. Et donc, vite après, j'étais très à l'aise par rapport à ça. Et c'est comme ça aujourd'hui aussi que j'ai réussi à me détacher de mon passé. Le regard des gens à ce moment-là, c'était quoi? Non, j'en avais rien à faire. Rien à faire. C'était vraiment assumé. Et dès que j'ai parlé, voilà, j'ai été victime, j'y suis pour rien. Je suis victime, je suis pas coupable, donc j'assume. Et ça dérange, et ça peut déranger. Oui, parce que comme tu le disais au début, tu es dans un milieu de rugby où machisme, on peut dire que oui, fort, c'est pas ça, d'avoir le courage de l'annoncer là-dedans, on se dit quel peut être le retour. Je ne sais pas si dans tous les sports on pourrait faire ça de la même manière. C'est compliqué. C'est compliqué. Oui, non, parce que j'essaye d'imaginer des équipes de foot où un joueur arrive et explique ça. Il faudrait poser la question à Patrice Evra, puisqu'il a verbalisé. Peut-être oui, mais il a verbalisé après. Mais c'est souvent post-carrière. Oui, c'est ça. Je veux dire, est-ce que toi tu joues encore? Je jouais encore et j'ai joué encore quelques années après. Et c'est différent. Donc après, les mecs, est-ce qu'il y avait un rapport différent, Pas du tout, pas du tout. Et puis moi, je faisais en sorte aussi qu'on n'en parle pas tout le temps. Je faisais des blagues aussi beaucoup. J'étais tellement détaché que je faisais des blagues sur mon passé. Des trucs à la con, hein, le jeu de l'olive. Je lui ai fait attention, il y en a un qui est en prison pour ça. Donc, et voilà, ça les gênait plus qu'autre chose. Ils ont compris que voilà, j'étais détaché de ça.
Donc ça servait à rien de me titiller sur ça, ils n'allaient pas me toucher, m'impacter. Mais j'ai beaucoup de copains, si on fait un parallèle, et il ne faut surtout pas le faire, hein, mais sur l'homophobie dans le sport, on aurait pu faire le parallèle, il y en a beaucoup qui le font d'ailleurs. Hein. Je pense que des personnes qui font leur coming out pendant leur carrière, d'ailleurs on en voit très peu, il y en a un rugbyman qui l'a fait, hein, et lui il a du soutien, mais beaucoup le font post-carrière. Parce que justement, on peut être vite mis à l'écart. Donc là, ça n'a pas été le cas. C'était pas de l'homophobie ou de l'homosexualité non plus. Non, on est dans un autre contexte, on est dans un autre sujet. Les gens ont vraiment considéré que tu étais une victime. Exactement. C'était ça. Toi, tu t'es libéré comme ça du jour au lendemain? Tu es passé d'un truc à l'autre? Non. Moi, il a fallu que j'attende le procès et la condamnation, donc 4 ans après. 4 ans après. Pour être vraiment libéré de tout, plus être dans ce mécanisme d'autodestruction. Qui faisait le yo-yo, il revenait, il repartait, il revenait, il repartait. Enfin, c'était les montagnes russes. Et après ce procès, ben là, ça a été la libération. Et tout ce que j'ai perdu en sensation pendant ce procès, je l'ai gagné en émotion. Donc toute la sensation de haine, de colère que j'avais contre tout le monde, je l'ai gagné en émotion. Et c'est là où j'ai vraiment ressenti des vraies émotions. Aimer quelqu'un, sincèrement, pleurer devant un film, pleurer... Aujourd'hui, je suis capable de pleurer devant un dessin animé que je regarde avec mon fils. C'est terrible, mais je suis passé d'un tout au tout et je suis presque devenu presque trop sensible des fois, même si voilà, il n'y a pas de curseur, mais voilà, j'ai cette sensibilité. Et s'il y a bien quelque chose aujourd'hui que je me refuse, c'est de retenir mes émotions, que ça soit la colère ou que ça soit l'amour ou autre, ou l'émotion. Je laisse parler mes émotions. Avant d'arriver au procès, tu as passé 4 ans, ça a été 4 ans de bataille pour arriver à le faire condamner. C'était, comment ça se déclenche? Je veux dire que quand tu te retrouves, tu l'annonces, tu dis c'est lui, il se passe quoi? 4 ans d'instruction. Donc lui, il est incarcéré ou pas? Non, il n'a pas été incarcéré. Il est arrivé libre au procès. Et pendant ces 4 ans, c'est 4 années de longue attente. On reçoit la date 3 mois à peu près avant. Et donc là, les 3 mois, là, c'est interminable. C'est très très long. Et c'est là où j'ai commencé à aller voir ma psy aussi, à me préparer à ce procès. Parce qu'on n'avait pas demandé le huis clos. Et parce que justement, on voulait montrer que les hommes aussi, on pouvait être victime. Même si on est un rugbyman costaud, on peut être victime. Et montrer surtout qui cette personne adorée de tout le monde était vraiment. Et donc ce procès, ça a été un match, ça a été le match de ma vie pour l'instant. J'ai jamais eu de maladie, je touche du bois, mais j'ai jamais eu à lutter contre ça. Mais ça a été un match, 3 jours où on se met à nu devant des jurés. Vu qu'il n'y avait pas le huis clos, il y avait les journalistes, il y avait tout le public qui était intéressé par cette affaire. Ça a été une épreuve où il a fallu se battre, il a fallu aussi montrer qu'on n'était pas amoureux. Parce que lui, c'était sa défense. Ce que j'allais dire. Sa défense, c'était quoi justement? Oui, mais il était très demandeur. Là, j'ai explosé. Donc là, il t'accusait en plus. Oui, d'être demandeur et de l'avoir aguiché. Bon, c'est ce que font tous pour leur défense. Et c'est là où j'ai respiré, j'ai calme-toi. Et là, j'ai dit, mais demandez-lui plutôt si lui n'était pas amoureux de moi. Parce que être demandeur d'une personne qu'on a envie de suicider, j'avais envie de l'assommer, de le mettre sur les rails. Bon, je ne l'ai jamais fait, c'était qu'une idée que j'avais. Mais et c'est là où on lui demande, mais vous étiez amoureux de Sébastien? Et là, il dit oui. Alors, c'était compliqué à entendre, donc c'est pour ça que dès que j'avais ma première copine que j'ai eue, où je me suis dépucelé, tout simplement, la première personne à qui je suis allé le dire, c'était lui. J'avais 13 ans, je vais le voir, je lui dis au moins il va me lâcher, il va comprendre que j'aime pas ce qu'il me fait. Et en fait, c'était une grosse erreur de ma part, puisque ça a été empiré, les viols que j'ai subis, parce qu'il était jaloux, et je le possédais, et donc sa vengeance, c'était de me faire subir plus. Et ouais, c'était compliqué, c'est là où j'ai compris qu'il était amoureux de moi. Ça, tu as compris dans c'est là, je comprends pourquoi il avait il accentué ses actes. Là. Attends, mais en même temps, il avait les autres. Il avait les autres. Ouais.
Il était amoureux de beaucoup de personnes à la fois. Donc son argumentaire, et l'argumentaire de ces gens-là, c'est juste ça. C'est de dire qu'en fait, ils sont aguichés par un gamin de 11 ans. Oui, bon, c'est leur défense. Aujourd'hui, que ce soit la gendarmerie, la police ou les tribunaux... Ça ne tient plus. Bon, on les connaît, on les a étudiés. On sait que leur première défense, ça va être de dire que c'est l'enfant qui est aguiché. Bon, voilà, ils peuvent le dire, mais ils ne sont plus entendus. Non, ils ne sont plus entendus. Bon, et heureusement. Et heureusement. Heureusement qu'ils ne sont plus entendus. Bon, on a balayé plus ou moins cette expérience. On arrive à... Tu l'as dit, tu l'as sorti. Comment tu te lances après dans cette idée de... Je vais aider les autres maintenant, finalement. Je veux pas que ça arrive aux autres. Non, ben en fait, c'est au sortir du procès. Je fais 4 nuits blanches à peu près. Pas entières, mais je dors très peu. Et je cogite, et je dis, mais... Je joue au rugby, je me dis, putain, mais quand je vois tous ces gamins qu'il y a dans les écoles de rugby, dans mon club de Saint-Paul, c'était une grosse, Saint-Paul-et-Dax, c'était une grosse école de rugby, je me dis, mais la quantité de gamins qu'il peut y avoir de victimes là-dedans. Et je me dis, ben, Saint-Paul, d'accord, après il y a Dax à côté, autant de gamins, Mont-de-Marsan, enfin je me dis, mais c'est un truc de fou, en fait, Et donc, au sortir du procès, le soir même, on va fêter notre victoire puisqu'il prend 10 ans de réclusion criminelle. Et j'annonce à mes proches qui étaient là et mon avocat, je dis, ben, je vais créer une association et je vais aller parler aux gamins les mercredis lors des écoles de rugby ou des tournois de rugby, leur expliquer ce qui m'est arrivé, leur expliquer qu'il faut en parler parce que voilà, je connais toutes les étapes de la victime. Ah putain, c'est une bonne idée. Mon avocat me dit, ben, n'hésite pas à me solliciter si tu as besoin. Le dimanche, je crée l'asso. Je fais la première réunion. 10 jours après, elle a été inscrite en sous-préfecture. Le nom, il est venu comment? Et alors, le nom, le colosse au pied d'argile, c'est tout simplement mon avocat, quand il plaide, il dit, ben, regardez ce colosse au pied d'argile par tous les états de destruction qu'il est passé. Et tout est dans le titre, en fait. C'est pas parce qu'on est costaud qu'on est fait sur des bases solides. Mais ça représente bien l'image du rugbyman que je suis et celle de la victime fragile. Mais c'est aujourd'hui, je ne vois pas comment elle aurait pu s'appeler autrement, cette association, parce qu'elle est tellement représentative en plus, le colosse, c'est sportif. Enfin, quand on est sportif de haut niveau ou pas, ben, il y a toujours derrière nous un colosse. Enfin, voilà. C'est très représentatif et très explicite, du coup. Comment ça s'est activé, alors? Ça s'est activé. Sur quelle base? Toi, t'es parti à Dax, Mont-de-Marsan, Béris, tu as fait le tour des clubs de rugby de la région. Exactement. Oui, mais oui, tu l'as orienté sur le rugby. En fait, oui, sur les éducateurs, parce que c'est pas quelqu'un du rugby. Non. Le prédateur. Non. Non. Non, mais il se faisait rien dans le sport. Quand j'ai recherché quand même un peu avant de me lancer. Et le sport, je me dis, mais j'ai toutes les portes ouvertes, moi, ici. Je joue en Pro D2, j'avais joué en équipe de France amateur. Je vais appeler un club, il va me dire, ben, il vient parler aux gamins. Et ça s'est passé comme ça. Bon, il y en a qui étaient un peu réticents, mais c'était vraiment à la marge. Et le sport, ben, un vivier d'enfants. Et alors pourquoi cet engouement derrière? C'est tout simplement que je suis une victime atypique, on va dire. C'est-à-dire un homme qui plus est rugbyman, qui dit apaisément avec le sourire qu'il a été violé. C'est surtout un message d'espoir pour beaucoup de victimes, c'est ça qu'il faut voir. Et ça est arrivé que TF1 vienne me suivre sur le terrain de la prévention. Et ce reportage, il passe 6 mois après la création de l'association, donc on est début 2014. Il passe un dimanche soir dans le JT de Claire Chazal, avec, je crois, il y avait 6 millions de téléspectateurs. Donc on est en hiver, tout le monde sur le canapé, je suis dans les foyers. Et bien là, le lendemain, hécatombe, le téléphone qui sonnait de partout. D'autres disciplines que le rugby, d'autres départements, d'autres régions. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Et vite débordé, parce que le bénévolat a ses limites, du coup. Et donc j'ai fait ça jusqu'en 2016. Et en 2016, j'ai dit stop. J'ai dit soit j'arrête le rugby et ma profession de commercial, soit j'arrête l'association. Et donc j'ai décidé de professionnaliser mon combat. Et s'il y a bien une de mes décisions que je ne regrette pas de ces 10 dernières années, c'est bien d'avoir professionnalisé ce combat, puisque ça nous permet aujourd'hui, au mois d'août, on sera une quarantaine de salariés,
ça nous permet aujourd'hui d'être quotidiennement sur le terrain et de libérer systématiquement la parole de victime dès qu'on intervient. C'était une de mes questions tout à l'heure, je t'ai laissé finir. Quand tu as commencé le premier tour, tu as eu des retours? Systématiquement, c'est là où je me suis... Il y a eu des retours mais dès que dans les j'intervenais, clubs tout de suite? dès que j'intervenais, c'était fou. J'ai ce témoignage qui a un pouvoir libérateur immédiat. Parce que les gamins, ils sont assis et ils voient ce colosse face à eux. Donc en plus assis. Donc, oui, c'est pas un vieux prof qui vient leur raconter une histoire. Le psychologue ou qui on veut. Mais... Et là, ils se disent, mais attends, lui, il nous dit ça, il y a des parties intimes. Du coup, après, il venait me voir. Et après, je suis passé dans une autre phase où je détectais par rapport aux mimiques. Ceux qui étaient sensibles. Ceux qui étaient potentiellement victimes. Et donc, après l'intervention, je restais toujours au bord du terrain. J'attendais des fois que l'intervention soit finie. Et je passais aux côtés du gamin que j'avais identifié. Une petite tape sur l'épaule. Et je lui dis, ça va comment tu as trouvé l'intervention? Et puis là, souvent, ça tombait dans l'arme. Ou ça me disait, je peux te parler. Enfin, voilà, c'était extraordinaire. Et chez les gamins, mais aussi chez les adultes. Quand j'intervenais auprès des éducateurs, il y en a qui disaient bravo parce que moi j'ai jamais eu ton courage. Bon, enfin, moi ça m'impressionnait parce que je me dis mais qu'est-ce que je fais pour libérer autant de paroles? Je pensais pas que j'avais ce pouvoir. Et entre guillemets, bien sûr, je suis pas un super héros, mais de suite voilà, ça a matché et tu t'en sauves une, deux, trois, et après tu te dis voilà, là il y a du sens dans ce que je fais et il faut continuer. C'est un vrai sens. Mais je suis surpris moi que d'entrée tout de suite il y a eu ce retour. Ce qui veut dire, ce qui est clair. Mais je l'ai eu avant. Avant, dès que j'ai commencé à parler, dès que j'étais identifié quelque part ou qu'on parlait du sujet, les gens venaient me voir. Non, mais ce qui veut dire que le mal est profond. Ça veut dire qu'il y a du monde. Mais oui, c'est un génocide. Oui, non, parce que quand on en parle, on s'imagine, il y a eu ton cas, il y en a quelques-uns, on parle dans les journaux. Ce que tu es en train de me décrire, c'est que c'est une pandémie. C'est une pandémie, ouais, c'est ça. Le mot, c'est ça. On en est là. On en est là. Et combien sont encore dans le silence aujourd'hui? Personne ne peut le quantifier. Oui, d'autant plus que on quantifie beaucoup chez les femmes parce que c'est plus facile, la parole se libère plus facilement. Chez les hommes, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour ça que dans mon combat, je mène un autre combat de dégenrer justement ce combat. Parce que les hommes, on a une place de prédateur potentiel et pas de victime. Et on va parler des enfants victimes, on va parler des femmes victimes. Mais les hommes, on est invisibilisés dès qu'on est à 18 ans. Et donc, c'est ce que je fais par rapport à mon témoignage, c'est que je montre aussi que les hommes, on peut être victimes, on peut être autant détruits, sinon plus, qu'une femme également. Je dis aussi, et je rappelle que les femmes aussi peuvent être auteurs de violences sexuelles. Il n'y a pas que les hommes. Et c'est ce qui me dérange aujourd'hui, c'est qu'on a participé à un colloque, et comme on disait, ça a vite basculé sur les femmes victimes. Les violences faites aux femmes. Et les hommes, du coup, le mec qui était dans la salle, là, parce il y avait la mixité quand même, presque la parité, je dirais, pour une fois, quand on parle de ce sujet. Et je me dis, mais le mec qui est victime dans cette salle, il doit être mal à l'aise. Il doit crier, mais en silence. Et donc, c'est pour ça que moi, je rappelle toujours. Mais on commence à avoir un frémissement où on va parler plus globalement de victimes et non plus stigmatiser les hommes victimes. Tu as des chiffres sur des stats sur le... Il y a des chiffres, mais pour moi, ils sont obsolètes. Et ils sont pas... Quand on voit que dans l'église, le rapport Sauvé, il y a 360 000 victimes recensées, 80% d'entre elles sont des hommes. Aujourd'hui, ils sont où, ces hommes? Ils sont où? Et ils sont comptabilisés comment? Donc les chiffres, il y en a, oui, on en trouve plein sur notre site, on en trouve partout, mais pour moi, ils sont obsolètes. Et j'espère que grâce à tout ce qui va se passer autour du colosse au pied d'argile là, mais déjà il y a beaucoup d'hommes qui vont sortir du silence. J'espère qu'il y en a qui vont me chuchoter, mais j'aimerais qu'ils ne chuchotent plus, mais qui crient, qui hurlent, qu'eux aussi ils ont été victimes. Parce que des chuchotements dans l'oreille, j'en ai beaucoup. C'est déjà très bien, mais il va falloir qu'on ne se révolte pas, mais qu'on dise que nous aussi on existe.
La révolte, ça sert à rien pour moi, mais qu'on existe et nous aussi on est là. Et aujourd'hui, honnêtement, j'ai lancé des groupes de parole pour les hommes victimes. Il n'y en a pas en France. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc nous, on en a lancé un, même 2 bientôt, parce qu'on a trop de demandes. Mais c'est chronophage. Mais quand on voit la détresse de ces hommes qui n'osent pas parler parce qu'ils ne se sentent pas écoutés, entendus, ils ne se sentent pas à leur place. Donc c'est triste. Quand tu interviens auprès des clubs, que ce soit, tu fais le rugby, tu fais le foot aussi, tu peux... Toutes les fédérations. Toutes les fédérations de tous les sports. Tes points essentiels, c'est quoi? Une fois que tu as raconté ton histoire, c'est-à-dire comment tu... Alors mon histoire, c'est à la marge maintenant. C'est à la marge maintenant. Ouais. C'est à la marge, on est vraiment là dans la protection de l'éducateur et de l'enfant. On ne fait pas la chasse aux sorcières. Parce qu'il y a des éducateurs qui peuvent être sujets à de fausses allégations. Donc on les protège aussi de ça, mais on les amène aussi dans une veille collective et dans la détection. Parce qu'on va leur apprendre à identifier ces signaux faibles ou forts que va envoyer une victime. Tu as entraîné peut-être plein de gamins. Si tu apprends les signaux que peut envoyer une victime, de suite tu vas te lever la tête et tu vas dire oh putain, mais lui, je me rappelle. Ça peut correspondre. Ça peut correspondre, il coche beaucoup de cases quand même. C'est peut-être des violences sexuelles, ça peut être la maltraitance, du harcèlement, ça peut être plein d'autres choses, mais ça peut être des violences sexuelles. Et là, du coup, tu aurais eu les réflexes d'aller le voir et de dire écoute, on peut se parler, je sens que tu n'es pas bien en ce moment, n'hésite pas, tu peux me parler, tu peux m'écrire si tu veux, tu peux me parler maintenant, tu peux me parler demain, tu peux me parler dans un mois, mais n'hésite pas à venir me voir quand tu en sens le besoin et sache que je te comprendrai et je t'écouterai. Est-ce que ça aide et ça ouvre vraiment la mais pareil, la parole systématiquement, mais là on est heureux là, de voir des personnes qu'on a formées ou sensibilisées qui nous signalent des comportements de gamins qu'ils ont identifiés, ils ne savent pas quoi faire. Donc est-ce que vous pouvez intervenir? Est-ce que vous pouvez venir voir? Donnez-moi des conseils. Et aujourd'hui, on est dans cette démarche-là aussi de veille collective. Et bon, bien sûr, on ne va pas se faire un signalement à chaque fois qu'on reçoit une alerte. Mais souvent, et là, je peux être fier d'ailleurs du travail qu'on fait Colosse. Bon, en plus, c'était moi qui intervenais, mais il y a 4 ans, j'interviens, je libère la parole je crois que c'était 8 victimes différentes dans cet établissement. Il y a 2 semaines, on a eu 2 procès dans les Landes qui ont condamné 2 prédateurs, grâce à la prévention qu'on avait fait avant. C'est ça, donc le travail maintenant, c'est juste trouver les signaux, des alertes. C'est former les encadrants, les éducateurs, c'est libérer la parole dès le plus jeune âge, la prévention, tout simplement parce que plus vite on va libérer la parole d'un enfant, bon, déjà plus vite on va intervenir auprès d'eux, plus vite, mieux ils sauront se protéger de ces prédateurs, prédatrices ou de ces pères aussi, parce qu'il y a beaucoup de violences commises de mineurs sur mineurs, ça on en parle peu, et la spécificité du sport c'est quand même ça aussi, notamment par les actes de bizutage. Ensuite on va libérer la parole dès le plus jeune âge, ce qui va permettre aussi d'éviter qu'un traumatisme s'installe trop longtemps chez une victime et mette des années à être réparé. Et on va, presque la chose essentielle, c'est que l'on va éviter aussi à une victime de reproduire les actes qu'elle a subis et de passer sur le volet obscur du sujet en devenant auteur de violences sexuelles. Comment tu l'empêches ça? En libérant la parole et en l'aidant, parce que les prédateurs, 30% à peu près d'entre eux ont été victimes et donc reproduisent. Chez les femmes, on est à 90% d'entre elles qui ont subi des violences et qui ont reproduit. 90% des femmes auteurs ont été victimes de violences sexuelles et donc ont reproduit ces actes. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Non, mais c'est bien qu'on fasse le parallèle. C'est pas que les hommes, c'est hommes, femmes, victimes, coupables. Exactement. Il faut remettre l'église au milieu du village. C'est pas mal, mais ça déculpabilise pas les prédateurs, quels qu'ils soient. Je veux dire, c'est vraiment la problématique. Moi, le message que j'aimerais que tu puisses faire passer à tous les éducateurs, c'est le premier signe. Je veux dire, vous devez être en alerte sur le comportement d'un gamin. Et c'est quoi le premier signe qui peut vous alerter en vous disant « Attention, il y a quelque chose qui n'est pas clair ». Non, c'est trop large, mais ainsi on ne peut pas en donner, parce que chaque victime est différente.
mais c'est identifier tout changement de comportement et les prendre en considération. Ça peut être quelqu'un qui va se blesser souvent, par exemple. Peut-être quelqu'un qui va arrêter soudainement l'entraînement, enfin même la saison, alors que c'était un très bon élément et tout d'un coup, boum. Ça peut être les baisses de performance aussi. Bon, après, il y a les traces aussi qu'on peut voir. Par moment, les traces chez les filles, c'est souvent les scarifications. Il faut savoir que ces scarifications, si c'est couplé, si l'enfant dit qu'elle le fait, ou le mineur le fait à l'intérieur des cuisses ou sur le pubis, dans 90% des cas, c'est qu'il y a eu agression sexuelle, 95% des cas. Donc il y a ces signaux qu'on peut retrouver sur notre site colos.fr. Vas-y. Colos.fr. Il y a tous les signaux par tranche d'âge. Mais voilà, les parents, les éducateurs, il faut prendre en considération tout changement de comportement que peut avoir un enfant. Il y a quelque chose derrière. Ça peut être du racket, du harcèlement, ça peut être plein de choses, mais ça peut être aussi des violences sexuelles. Donc l'éducateur doit être en alerte sur toute modification de comportement. Veille collective, et donc sur le comportement des enfants, mais aussi sur l'éducateur ou l'éducatrice qui est un peu trop proche des enfants, qui va faire la bise à un et pas aux autres. Alors nous, bien sûr, c'est à proscrire la bise. Non, mais ça veut dire que c'est d'autres éducateurs qui doivent vérifier que les... Non, sans tomber dans la parano, mais de faire attention. Quelqu'un qui est très tactile, quelqu'un qui il le ramène souvent chez lui. Voilà, c'est dans le transport que ça se passe souvent aussi. Donc voilà, il y a plein de petites choses à mettre en place. Et il y a une charte des colosses qui est assez explicite et qui permet justement de faire la protection de l'enfant et de l'éducateur. Du moment qu'elle est mise en place, ni l'un ni l'autre peut se retrouver en danger, si elle est respectée. Au niveau des clubs et de la législation, il y a des trucs à faire. On parle de la carte professionnelle. Est-ce que la carte professionnelle règle une partie du problème? Oui, une partie pour ceux qui ont été condamnés et dénoncés et qui sont fichés. Le foot, d'ailleurs, on a fait une expérimentation dans le centre Val-de-Loire avec la Fédé de foot. Le contrôle d'honorabilité, c'est grâce à Roxana Maracineanu quand elle a pris ses fonctions et qu'on lui avait proposé ça. Ça s'est fait par le foot parce que c'est la fédération qui avait fait les licences les mieux renseignées pour permettre ce contrôle d'honorabilité. C'est officiel et du coup c'est le ministère de la Justice. Et pour contrôler les antécédents des personnes. Donc quand on a une carte pro, on est chaque année systématiquement filtré. Nous on voulait glisser sur les bénévoles parce qu'eux ils n'ont aucun filtre et nous on s'est rendu compte dès la création de l'asso en 2013 qu'on avait des prédateurs qui avaient été condamnés dans le Nord, qui arrivaient, la première affaire c'était dans les Landes, dans le basket, et il avait changé de discipline, de département, il avait brouillé les pistes. Sauf que quand les gamines ont porté plainte contre lui, on s'est rendu compte qu'il était déjà poursuivi dans le Nord pour les mêmes faits. Donc ce contrôle d'honorabilité, c'est un premier filtre, c'est très bien. Après, il y a plein d'autres choses à mettre en place. Mais c'est des règles de base qui sont là pour protéger tout le monde. Le contrôle d'honorabilité, donc c'est le club qui peut exiger dans la licence cette demande. Comment ça fonctionne? Parce que les cartes pro, on signe une déclaration sur l'honneur, les bénévoles, c'est ça? Oui, bon, ça c'était avant. Une déclaration sur l'honneur. Ça c'était avant, normalement. Toujours Aujourd'hui, bénévole, normalement, le club doit envoyer les licences des bénévoles qui ont une récurrence dans le club. Pas celui qui va venir un jour sur le tournoi servir des bières à la buvette, celui qui est là toutes les semaines et donc qui va avoir un poste quand même identifié dans le club. Mais je crois que le foot, les bénévoles ont une licence. Donc c'est pour ça qu'ils sont en avance sur... Oui, mais la licence bénévole, mais cette licence d'honorabilité, elle n'est que déclarative. Mais c'est juste, je pense que vous, en signant ce papier, vous acceptez que votre nom, date de naissance, lieu de naissance soit transmis à l'administration pour contrôler les antécédents. Mais normalement, il y a 2 ou 3 millions de bénévoles qui doivent être filtrés. Bon, on en est à 300 000, je crois. Enfin, ils en sont à 300 ou 400 000. C'est très chronophage. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Donc on avance. C'est jamais assez. Mais voilà, il y a une amorce qui est faite. Et voilà, on avance. En Centre Val-de-Loire, ça a permis, je crois, d'écarter près de 70 personnes quand même.
Pas tous pour des violences Ça me sexuelles. fait froid dans le dos. Ouais. J'ai juste les chiffres là, je me dis, c'est pas possible. Si, mais oui, c'est possible. Dans les clubs, juste sur le foot. Dans le Val. Là, ouais, Centre-Loire, c'est que le foot. Juste, quand on considère que tous les autres sports, ça fait froid dans le dos. Mais bon, quelque part, c'est bien que tu sois là. Que tu témoignes. Oui, mais c'est toute une structure. À la limite, c'est comme les restos du cœur. Voilà. Ça ne devrait pas exister. Coluche, il a eu l'idée, mais ça ne devrait pas exister. Ça devrait avoir disparu. Vous ne devriez pas exister. Bien sûr. Voilà, donc ça marche parce qu'il y a des prédateurs un peu de partout. Tu l'as dit, c'est un séisme, c'est un raz-de-marée, et qu'on doit tous être vigilants. Et vigilants, ça soit ceux qui se comportent bien vis-à-vis des gamins, qui doivent vérifier qu'ils n'aient pas de comportement, et puis les autres éducateurs pour voir s'il n'y a pas dans leur groupe des gens qui peuvent être... c'est la vigilance. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est que quand il y a une affaire qui est dénoncée, que les encadrants ou dirigeants disent « Ah ben on s'en doutait ». On a tous un sixième sens et on sent les choses. Mais justement, on s'en doutait, mais pourquoi ne pas avoir signalé ? Pourquoi ne pas avoir signalé que voilà, on a un doute sur cette personne qui a un comportement déviant avec les enfants ? L'administration, via les DRAGES et les SDJUS, et les services déconcentrés du ministère des Sports, ont cette compétence de faire une enquête administrative sur une personne qui est dénoncée. Donc, ce truc-là de « Ah, mais on s'en doutait, on n'est pas étonné ». Non, ça, il faut que ça soit fini. Et là, quand on a un doute, eh bien, il faut le signaler. Oui, mais c'est plus complexe pour moi que ça. Je veux dire, c'est vrai que ça serait bien. Tu as un doute, tu vas le signaler à la DRAGES. Tu es dans un club, tu as un contrat, tu as un truc, et tu vas voir le président pour lui dire. Ou tu vas directement aux commissions pour aller le prévenir. D'abord, tu préviens ton président. Le président il va te dire, écoute, t'es gentil, c'est des suppositions, arrête tes trucs, comment on peut prouver ça ? Tu peux rien prouver, donc ferme ta gueule. C'est justement... C'est un peu ça. Non, oui. Et puis c'est un pote, c'est pas possible. C'est un pote. Il est gentil, serviable, sa famille, sa femme, ses enfants. Oui, donc comment on dépasse ça ? C'est pour ça que nous, on est favorable, et le ministère des Sports nous suit aussi dans cette idée, c'est que les faits comme ça soient externalisés de la fédération proprement dite. On ne lave pas le linge sale de leur famille. Et donc, là, ça peut être un premier frein, tu vois. Ouais, mais attends, lui, quand même, il a ce comportement. Et le président dira, oui, attends, c'est pas possible, ça fait 30 ans qu'il est dans le club, jusqu'à ce qu'il y ait une vraie plainte qui soit déposée. Et que là, ouais, on me l'a signalé, sauf que maintenant, le président peut être condamné. Ouais, responsable. Mais je prends toujours le cas extrême. Pour arriver à dénoncer, il faut que tu aies une preuve suffisante. Parce que tu vas aller dénoncer quelqu'un, ou tu vas dire, j'ai des doutes, c'est une forme de dénonciation. Il va avoir un contrôle, il va être interrogé. On va le suivre. Alors l'administration fait les choses bien quand même. Ils ne vont pas aller le voir, le choper par le callback, qu'est-ce que tu as fait ? C'est une enquête administrative, donc c'est tout l'écosystème du club qui va être surveillé, qui va être contrôlé, comment vous fonctionnez dans ces points-là, et le mec, s'il a vraiment cette déviance, il va se mettre en retrait. Peut-être qu'il était peut-être juste dans une approche, peut-être que le mal est déjà fait, mais ça pourrait éveiller les consciences et peut-être permettre aux enfants aussi à parler. Donc il vaut mieux se tromper, on va pas te condamner parce que tu as dénoncé quelqu'un, parce que tu avais des suspicions. Après il y a bien sûr des dénonciations calomnieuses, alors c'est un autre sujet. Mais voilà, si tu expliques bien la démarche, voilà, nous on a ce gamin, en plus il rentre avec lui tout le temps, enfin voilà, on peut pas te reprocher d'avoir essayé de protéger l'enfant. C'est ça, il faut qu'il y ait des éléments. Il faut que ça soit factuel quand même. Qui mettent en situation. C'est pas le mec parce qu'il a une tête de prédateur ou la tête de l'emploi, comme on dit, mais je veux le dénoncer. Non, il faut aller un peu plus loin dans la démarche quand même. Tu as fait aussi un film, du bouquin, il y a un film qui est sorti avec Cantona. Non, mais je le conseille à tout le monde parce que c'est la suite. C'est pas la suite logique, c'est la cerise sur le gâteau, on va dire. Oui, mais c'est bien parce que justement, ça, c'est du concret, du visible. Je conseille à tout le monde de le regarder, le 4 mai prochain, de le voir sur TF1. le plus vite possible.
avec Eric Cantona qui incarne mon rôle. Et on montre. Ce film rend visible l'invisible. Et c'est ce qui est intéressant aussi. Et c'est subtil, on va pas voir des scènes de viol, hein, c'est surtout parce qu'on voulait. Je dis on parce que j'ai été consulté de A à Z sur l'adaptation. Et je leur avais bien dit que je voulais pas du pathos, je voulais pas de la subtilité des fois. Les gens vont imaginer souvent pire que ce qui est. C'est plus fort. Ouais. Et le résultat est très, très, très convaincant, très positif pour nous. Et on va rentrer justement dans les foyers avec ce sujet. Donc tant mieux. Et Eric, Eric Cantona qui est extraordinaire sur ce rôle. Il a été très très professionnel. On a été très proche du coup pendant 15 jours sur le tournage parce qu'il voulait vraiment s'imprégner, il voulait pas faire d'erreur. Enfin, c'est un professionnel, tout simplement. Et d'une humilité en plus extraordinaire. Donc chapeau l'artiste. Merci, donc je vous le conseille, Le Colosse au pied d'argile, le film. Et puis, soyez vigilants. Et si vous voulez plus d'infos, retrouvez le Colosse au pied d'argile sur colosse.fr. colosse.fr. Voilà, c'est parfait.